à tous et bienvenue. On va commencer cette table ronde. Merci à tous d'être parmi nous ce soir. Je suis Camille, je travaille chez HEP Éducation, un des partenaires du Festival de l'Apprendre, et je suis ravie d'animer cette table ronde. Elle est organisée par l'école 3A de Lyon à l'occasion du Festival de l'Apprendre, qui est lui-même organisé par la Maison de l'Apprendre à Lyon. Le festival s'inscrit dans une dynamique internationale sous la bannière Learning Planet Festival. Il est organisé en partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire et l'UNESCO. Et il démarre chaque année le 24 janvier à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Il prendra fin le 31 janvier. Ce festival, c'est un temps fort pour célébrer toutes les manières d'apprendre et tous les lieux et les acteurs qui les permettent. Il s'adresse à tous, petits et grands. Et le thème de cette édition, c'est apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Nous allons passer 1h15 ensemble jusqu'à 19h15. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat tout au long de la table ronde et on prendra un temps à la fin pour y répondre avec nos 3 intervenants. On va donc commencer la table ronde qui est sur le rôle de l'éducation dans le décrochage scolaire avec nos 3 intervenants que je remercie d'être avec nous ce soir. Simon Brabant, qui est directeur de l'école 3A à Lyon. Et cette table ronde est sous son impulsion, donc un grand merci à toi Simon. Hélène Vincent, directrice de l'école de la deuxième chance en Isère. Et Patrick Carré, directeur général de la Fédération nationale des écoles de production. L'objectif de cette table ronde vise à montrer que le décrochage scolaire est l'affaire de tous et à échanger également sur la manière de favoriser le développement de chacun au sein de la société. Simon, à 18 ans, tu étais en rupture avec l'école. Tu t'es alors tourné vers l'entrepreneuriat avec le développement d'une société coopérative. Ton parcours s'articule autour d'une logique d'accompagnement et de conseil au développement stratégique des organisations de l'ESS. Après un passage en centre de formation et université pour enseigner la stratégie des organisations, tu es maintenant directeur de l'École supérieure de commerce et développement 3A. Hélène, tu es docteur en économie sociale et tu as enseigné au lycée pendant 5 ans. Tu as été élue dans une collectivité en tant qu'adjointe au maire de Grenoble de 2008 à 2014. En charge des politiques jeunesse et d'un secteur politique de la ville. Pendant 6 ans, tu as été directrice générale de l'Institut de l'engagement et tu es désormais, depuis septembre, directrice des écoles de la deuxième chance en Isère. Et Patrick, quant à toi, tu as un parcours professionnel dans le monde de l'industrie, de la logistique et des services. Tu as exercé des fonctions de commercial, de développement dans les ressources humaines et enfin dans la formation. Et tu es depuis 3 ans directeur général de la Fédération nationale des écoles de production. On va commencer cette table ronde avec une première question. Quelle histoire avez-vous vécue et ou rencontrée avec le décrochage scolaire? Simon, peut-être si tu veux commencer, je te laisse la main. Alors merci beaucoup Camille. Ce que j'allais dire justement, c'est est-ce qu'on commence de manière scolaire? Alors ça commence bien pour le coup, puisque on est bien appliqué, bien dans l'ordre. Merci pour cette présentation. Et tu l'as dit, moi, mon aventure avec le décrochage scolaire, en fait, a commencé dès l'entrée à l'école, en réalité. Et de toute manière, dans la logique d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et puis apprendre à lire et à compter, quoi. Ça a été difficile dès le début, en réalité, parce que je n'ai jamais trouvé de sens à l'école. Ça a surtout en fait empiré, on va dire, au collège et puis ensuite au lycée, parce qu'en plus de ne plus avoir, enfin de ne pas trouver de sens à ce que j'apprenais, je ne voyais pas la perspective d'avenir. C'est-à-dire que je voulais à l'époque, au collège, au lycée, devenir ingénieur du son, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et l'orientation qu'on m'a proposée, c'était d'aller faire à l'époque un bac S, parce que ingénieur du son égale métier technique, égale il faut rentrer dans une logique scientifique. Et je me suis complètement perdu en route. Et l'école m'a perdu parce que je ne voyais pas où j'allais, je ne voyais pas le sens
à apprendre toutes ces choses. Voilà. Et donc, le jour de mes 18 ans, je pense que mes parents s'en souviennent encore, ils s'en souviendront toute leur vie, j'ai décidé de ne plus aller au lycée. Et j'ai effectivement, comme ça, commencé des petits boulots, et puis petit à petit, je me suis lancé dans la logique entrepreneuriale. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était qu'apprendre. J'ai découvert la logique d'inclusion dans un groupe d'apprentissage avec la formation professionnelle continue. Donc avec des adultes, des grands adultes. Et moi, j'étais comme ça au milieu, un petit peu le petit jeune qui n'avait pas encore vraiment vécu. Et à ce moment-là, ouais, j'ai vraiment découvert ce qu'était la formation, la chance d'apprendre ensemble dans un contexte collectif. Voilà. Merci Simon. Patrick ou Hélène? Vas-y Hélène. Merci Patrick. Alors, moi, mon histoire avec le décrochage, elle se fait un peu plus tardivement. J'étais effectivement ce qu'on considérait à l'époque, ou peut-être encore maintenant, une bonne élève, très classique, qui ne sortait pas trop du rang. Mais j'ai découvert les inégalités qui pouvaient se développer au moment de l'université. Et ça m'a amené à m'engager d'abord sur un plan syndical. Et ça a été très riche effectivement de voir cette fracture à partir d'un moment où on ne comprend pas pourquoi il y a des parcours qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, et on se rend bien compte qu'il y a des interférences, des choses périphériques qui interviennent et qui agissent beaucoup. J'ai enseigné, comme tu l'as précisé Camille dans la présentation, j'ai enseigné d'abord à l'université. Et ça ne me plaisait pas du tout parce que cette distance avec les étudiants, ça me donnait l'impression de ne pas avoir d'impact ou de sens dans ce que je faisais. Et c'était avec un modèle peut-être un peu trop consommateur. Et donc, je suis partie en lycée. Et là, je suis arrivée avec plein d'idéaux en disant c'est super, je vais pouvoir sauver plein de gens, sauver des jeunes qui pourraient éventuellement s'égarer, se perdre. Enfin bon, donc finalement très autocentré et prétentieux, peut-être on pourrait dire ça comme ça. Et là, j'ai pris une grosse claque parce que c'est une belle aventure humaine. J'ai rencontré des profs qui étaient dévoués, qui étaient très engagés, et j'en veux un peu parfois quand on a des discours un peu sectaires et autoritaires vis-à-vis du milieu de l'éducation nationale, parce qu'il y a beaucoup de personnes très engagées et qui font beaucoup de choses très bien. Et en fait, les moyens ne sont pas toujours là, les conditions ne sont pas réunies, et surtout, c'est une institution qui se traîne une histoire tellement lourde, tellement longue, pour la faire bouger, c'est compliqué. Et donc, j'ai préféré m'épanouir dans d'autres structures, justement pour lutter plus efficacement, pour permettre aux jeunes d'avoir une insertion sociale et professionnelle durable. Super, merci Hélène. Et Patrick? Alors, moi aussi, c'est tardivement, plutôt comme Hélène. Moi, j'ai eu un parcours scolaire que j'ai suivi, ça s'est bien passé. Je suis allé en école de commerce et j'ai évolué après dans des PME, plusieurs PME, comme tu l'as souligné Camille. Et puis après, j'ai eu une longue expérience et riche expérience au sein du groupe ADECO, spécialiste des ressources humaines et du placement en intérim ou en CDI. Et là, tous les jours, je mesurais les attentes des clients, des entreprises en termes de main-d'œuvre opérationnelle et qui maîtrise les codes de l'entreprise. Et la difficulté que nous avions à leur proposer les bons candidats, et donc on générait des insatisfactions. Et en parallèle de ça, beaucoup de chômage, et beaucoup de chômage, hélas, chez les jeunes. Donc je me suis un peu interrogé sur les formations qui existaient, les formations proposées. Moi, j'étais assez... bon, il doit y avoir une filière, après, elle mène à un diplôme, et le diplôme, il mène à un emploi pour ceux qui arrivent à suivre, qui sont formatés pour cela. Et pour autant, cette filière de je m'inscris, j'ai un diplôme et puis après un emploi, ça ne réussit pas pour tout le monde. Donc j'ai continué de chercher et j'ai trouvé une voie de formation différente pour des jeunes où ils sont mis dans un système de formation pratique, concret, et pourtant des jeunes qui étaient éloignés du monde assez classique de l'apprentissage, qui étaient plutôt, on pourrait appeler décrocheurs ou en voie de décrochage. Et pour eux, ça marche avec des taux de réussite. Et donc, j'ai décidé de m'impliquer
dans ce mode de formation, et donc je suis devenu directeur d'une école de production et puis aujourd'hui directeur de cette fédération des écoles de production. Ok, donc votre point commun à tous les trois aujourd'hui, c'est de travailler dans des organisations qui œuvrent au quotidien dans le champ de l'éducation, de la formation. Vous pouvez être confronté au décrochage scolaire de plus ou moins loin. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos organisations, qu'on comprenne bien dans quel contexte vous évoluez? Hélène, par exemple, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Donc, moi, je dirige actuellement l'école de la deuxième chance en Isère. Il y en a une dans le Rhône. J'imagine qu'on a beaucoup de Lyonnais qui nous écoutent ce soir. J'ai été invitée pour une raison particulière. D'abord, je connais Simon par ailleurs, mais aussi parce que j'ai dirigé une autre structure qui s'appelle l'Institut de l'engagement. J'aurai l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure. Mais donc, je vais essayer de représenter dignement les écoles de la deuxième chance. Donc, ces écoles sont des écoles qui accompagnent des jeunes de 16 à 25 ans dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, qui présentent des spécificités tout à fait intéressantes, à la fois parce que les jeunes qui intègrent les écoles sont des stagiaires de la formation professionnelle, donc ils sont rémunérés par la région. Ils s'inscrivent dans des parcours de 9 mois, mais qui sont des parcours qui peuvent être complètement personnalisés, individualisés, donc ça peut être plus court, plus long si besoin, donc ça s'adapte en fonction du besoin des jeunes, et on s'appuie sur un triptyque, une pédagogie qui est différenciée. Donc, on va chercher à travailler le projet professionnel du jeune avec le jeune, et on va essayer de mobiliser, justement, de créer la boîte à outils qui va lui permettre de réaliser ce projet professionnel. Et pour ça, on s'appuie sur trois axes, trois types de choses. D'abord, la question des savoirs de base. Donc, il y a des ateliers, de la formation pour travailler les savoirs de base qui vont être nécessaires justement à l'acquisition de compétences et donc à la réalisation du projet professionnel. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des cours de maths, des cours de français, des cours de bureautique, voilà, mais travailler en mode projet. Donc, j'y reviendrai après. Le deuxième axe, c'est on va travailler avec le jeune justement sur son projet professionnel. Donc là, ça va être tout ce qui va être atelier pour préparer son insertion professionnelle, des ateliers autour du CV, de la lettre de motivation, des entretiens, des découvertes de métiers, découvertes de formation, donc des rencontres avec des professionnels, donc des choses très pratiques et très larges. Et le troisième axe, ça va être l'alternance, donc de la présence de stage, puisque tous les stagiaires de l'école suivent un parcours en alternance où il y a à peu près 40% de la période de formation qui se situe en entreprise, directement en entreprise. Que vous dire de plus par rapport à ça? Nous, nos spécificités, c'est bien que c'est un accompagnement qui est à la fois individuel et collectif. Donc, il y a vraiment un accompagnement personnalisé et on adapte jusqu'au contenu des cours par rapport à la situation et aux besoins du jeune. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué à faire et venant de l'Éducation nationale, je mesure à quel point ça l'est, mais en fait qu'on arrive à faire aujourd'hui. Hein. Donc, c'est des petits groupes, ils travaillent donc sur un savoir de base commun, et puis en fonction de là où on est chaque personne, on va affiner les exercices, les besoins, l'accompagnement. Il y a des entrées-sorties permanentes au sein de l'école, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une entrée au mois de septembre et puis après, faut attendre l'année prochaine pour pouvoir réintégrer l'école. Donc, ça veut dire aussi qu'on répond aux besoins du jeune dès qu'il en a besoin. Si il en a besoin maintenant, et ben, on ne va pas lui dire « reviens dans 6 mois ». Et ça, c'est extrêmement important puisque pour des jeunes qui sont en décrochage ou qui veulent essayer de construire un projet, le temps de latence est déterminant dans la réussite de sa remobilisation. Donc voilà, on a donc en gros, donc nous, notre école, on accompagne 275 jeunes par an. On a un taux de réussite, entre guillemets, même si ce n'est pas un joli mot, parce qu'en réalité, chaque jeune qui suit un parcours, ben, en fait, il va avancer de sa manière et voilà, ça va nourrir son parcours d'une manière ou d'une autre. Mais ce que les financeurs considèrent comme des réussites, c'est un jeune qui va sortir avec un emploi, minimum CDD de 6 mois, ou alors une formation professionnalisante. Et donc là, on a un taux qui est de l'ordre de 50%. Donc on peut considérer que ce n'est pas beaucoup, ou on peut considérer que c'est beaucoup. Donc c'est des jeunes souvent qui, pour 85%, qui ont un niveau brevet des collèges. Voilà, donc c'est des jeunes décrocheurs.
Et que dire de plus par rapport à ça? Je ne sais pas si… peut-être vous préciser également que les écoles de la deuxième chance, pendant longtemps, accompagnaient surtout des jeunes de 18 à 25 ans, qu'elles accompagnent aujourd'hui et de plus en plus des jeunes de 16 à 18 ans. Mais donc, il y a des publics spécifiques, les jeunes de 16 à 18 ans. Il va y avoir aussi des jeunes réfugiés qui ont besoin d'un accompagnement renforcé sur tout ce qui va être l'apprentissage du français. Donc, il y a des jeunes porteurs de handicap, donc qui ont des spécificités et des difficultés particulières. Donc, ça montre à quel point on essaye de s'adapter à chaque fois aux besoins du jeune et à son projet professionnel. Ce qui est très très fort et ce qui marche en fait, c'est la question de la revalorisation et de la confiance en soi. Donc c'est comment on va travailler avec le jeune pour qu'il reprenne confiance, il se valorise et il prenne conscience tout simplement de ses acquis. Parce qu'en fait, ce sont des jeunes qui ont des parcours parfois considérés comme chaotiques et donc ils ont intégré cette donnée-là et donc en fait, il faut leur montrer que malgré tout, ils ont appris des choses, ils connaissent des choses, ils sont capables d'eux. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Un deuxième volet, c'est de s'appuyer sur le faire, donc vraiment apprendre en faisant. Donc, on va faire des maths, du français, mais ça va s'appuyer sur des projets qui sont transversaux et qui vont permettre de mobiliser des connaissances, des compétences, sans même s'en douter. Donc, quelque chose de très simple, qui a un exemple qui illustre parfaitement ça. Quand on veut travailler les proportionnalités en maths, c'est des jeunes avec qui on va faire des cours de cuisine. On va faire de la cuisine et donc on va pouvoir travailler ces notions-là. Et derrière, il y a des évaluations, mais des évaluations aussi qui vont voir s'ils sont capables de transférer cette connaissance-là sur un autre type d'exercice. Mais on va être beaucoup dans le faire et la transversalité des compétences. L'idée, c'est de se dire qu'on a besoin de savoirs de base, de savoirs nécessaires qui vont être après mobilisés dans tel ou tel secteur. Voilà, donc on s'adapte à la fois aux besoins, mais aussi aux envies. Il faut qu'on arrive à remobiliser ces jeunes-là et donc on ne peut pas s'appuyer sur des schémas trop classiques, 8 heures par jour, assis sur sa chaise, derrière son bureau, derrière un prof qui parle. Et donc, il faut beaucoup de souplesse. Et les écoles de la deuxième chance permettent ça et ça, c'est précieux. Ok, merci. Patrick, tu souhaites enchaîner ? Tout à fait. Alors, les écoles de production que je représente accueillent et forment les jeunes dès 15 ans. La cible, c'est 15 à 18, 19 ans. Alors, ce sont des jeunes, évidemment, on peut prendre le terme de décrocheurs, mais moi, on aime bien utiliser un terme de ceux qui sont fâchés peut-être ou qui ne se retrouvent pas dans les filières classiques, que ce soit le lycée professionnel ou alors ils sont considérés trop jeunes pour avoir un contrat d'apprentissage parce qu'ils veulent travailler, apprendre un métier professionnel et il y a un contexte d'apprentissage dans des zones dangereuses. Les écoles, elles forment un métier, ça c'est excessivement important, c'est bien former un métier. Cependant, toutes les écoles préparent aussi un diplôme qui est reconnu par l'Éducation nationale, parce que l'importance du diplôme est de valoriser le jeune pour qu'il puisse se dire, voilà, j'ai été capable de réussir un diplôme. Toutes les écoles sont indépendantes, elles sont gérées par des associations en loi 1901 et elles sont labellisées par la Fédération nationale et elles sont labellisées parce qu'elles respectent, elles mettent en œuvre 8 fondamentaux. Les fondamentaux, c'est accueillir les jeunes sans aucune sélection à l'entrée, par exemple dès 15 ans, uniquement sur la motivation. Mais une sélection sur des notes serait juste ridicule, elle ne serait pas possible. Un autre fondamental, par exemple. On a un petit problème de connexion avec Patrick. Simon, je te propose d'enchaîner, puis on reprendra Patrick après quand il se reconnectera. Pas de problème, j'ai donc la lourde tâche d'enchaîner la lecture de Patrick. Alors, donc moi, je dirige effectivement l'école 3A. Et ce qui est bien, c'est que Patrick et Hélène, vous avez dit plusieurs choses qui résonnent pour le coup rapport à l'école 3A. L'école 3A, c'est donc 4 campus en France, hein, c'est Paris, Rennes, Toulouse et Lyon. C'est environ 700 étudiants. C'est des programmes du post-bac jusqu'au bac plus 5 et dans la caractéristique donc de la professionnalisation
de ces étudiants qui vont aller dans ce qu'on appelle le domaine, nous, de l'économie de la solidarité. L'économie de la solidarité, on le définit par 5 axes. C'est donc l'humanitaire et la solidarité internationale, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est la finance responsable, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, et j'en oublie un, c'est le développement responsable à l'international. Je crois que j'ai balayé les 5 pôles. L'école 3A, sa particularité, c'est véritablement une culture pédagogique différenciante. Et Hélène en a déjà parlé, mais j'imagine qu'on en reparlera juste après. C'est la question du faire ensemble, c'est-à-dire qu'à l'école 3A, plutôt que de proposer une pédagogie, on va dire, descendante, où on apprend des théorèmes, des théories, des modèles comme ça, un petit peu préconçus à appliquer dans des organisations, on préfère produire, faire faire, proposer aux étudiants de s'essayer en fait à ces modèles, voire même pourquoi pas de construire leur propre modèle, parce que dans le cadre de l'économie de la solidarité ou de l'économie de demain, on souhaite que les étudiants, bien entendu, puissent concevoir leurs propres outils de management, parce qu'il s'agit de ça. Voilà, donc on est véritablement dans une pédagogie du faire, de la production et du collectif, ce qui est extrêmement important. Et on pourra y revenir, c'est que à la fois dans les évaluations et à la fois en fait dans la logique d'expérience d'apprentissage, on souhaite non pas mettre en avant l'individu, mais mettre en avant plutôt le groupe. L'individu a un intérêt, bien évidemment, et il a le droit de citer, à un moment donné, quand il s'agit de l'accompagner dans sa globalité. C'est-à-dire que on accompagne l'individu dans son parcours de vie, dans son parcours personnel et professionnel, mais quand il apprend, quand il est à l'école 3A, il est dans un groupe exactement comme dans la vraie vie, ou en tout cas dans la vie des organisations, c'est-à-dire que un professionnel demain ne travaille pas seul, il ne vit pas seul dans une organisation, il travaille en groupe, en collectif. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, et surtout à des niveaux, parce que Bac plus 3, Bac plus 5, on est dans des niveaux en fait, d'encadrement intermédiaire ou supérieur, et à ces niveaux-là, on considère que ce qu'il faut, on dit souvent il faut remettre l'humain au centre. Alors j'aime pas bien cette expression, mais pour le coup, remettre l'humain au centre, c'est repenser le management dans un esprit collectif. Voilà. Pour parler en tout cas un peu de l'école 3A. Merci Simon. Du coup, on a retrouvé Patrick. Donc Patrick, je te relaisse la main pour poursuivre la présentation. Merci Camille. Désolé, j'ai eu une rupture de réseau. J'en étais sur les fondamentaux, j'en avais pris un sur l'accueil de tous les élèves à partir de 15 ans, sans sélection sur la motivation. Et l'autre, et j'ai entendu la présentation de Simon, oui, il y a un autre des fondamentaux des écoles de production, c'est le faire pour apprendre. C'est mettre en situation réelle, c'est-à-dire qu'on va motiver, on va donner du sens aux jeunes. Et ça, c'est un des fondamentaux. Si on ne l'a pas, on n'est pas en version école de production. Après, pour donner quelques éclairages, aujourd'hui, le réseau, c'est 35 écoles de production réparties dans 9 régions en France, qui accueillent un peu plus de 1000 jeunes. Donc, vous voyez qu'une école de production, c'est une petite structure, mais j'ai bien aimé les termes aussi que j'ai entendus. Hein, c'est plutôt autour de 30-35 élèves. Et dans les domaines, on va retrouver des écoles de production qui vont former à des diplômes de CAP et de Bac Pro pour des métiers dans l'industrie. Alors, l'industrie, on va retrouver l'usinage, des métiers sur lesquels il faut redonner les lettres de noblesse, ou la métallerie, la soudure, la chaudronnerie, mais également dans le bâtiment, l'électricité industrielle, dans le bois. Depuis, on a une école qui forme des scieurs, des menuisiers, des charpentiers, en restauration, restauration collective ou restauration individuelle, dans l'automobile, la carrosserie, la peinture et l'entretien de véhicules, et puis plus récemment dans le maraîchage, ou pour former des employés communaux polyvalents que l'on connaît aussi sous le nom de cantonniers, parce que c'est un métier pénurique, il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut savoir former les jeunes. Donc voilà, le faire pour apprendre, moi je reviens dessus, je partage à 100% avec ce qui a été évoqué par Hélène ou par Simon. Super, merci Patrick. Donc en effet, en écoutant vos présentations, ce qui est important de retenir, je pense que c'est donc cette notion de faire pour apprendre,
la question aussi de la valorisation et de la confiance en soi, et l'importance de prendre soin de chacun, ce qui va bien avec la thématique du festival. Quand on a préparé cette table ronde, il y a 2 axes principaux qui sont ressortis de nos échanges et qui sont très importants dans le décrochage scolaire. C'est celui de la pédagogie et également des modalités d'organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est important? Également ce que vous mettez en place du coup dans vos organisations par rapport à ces axes, et quelles pourraient être vos recommandations d'évolution? Simon, je te laisse commencer. Merci. Je vous l'ai dit, en fait, à l'école 3A, en tout cas, ce qu'on fait à l'école 3A, la logique pédagogique, elle est construite autour de 4 axes. On va trouver un axe qui est de proposer à l'apprenant de faire l'analyse en fait des enjeux de son environnement. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il fasse en termes de gestion de projet, on est véritablement dans la logique d'analyse des enjeux politiques, économiques, sociaux, sociétaux, etc. Un deuxième axe qui est l'axe boîte à outils, et quand on a préparé pour le coup la table ronde, on a parlé aussi de la transversalité des compétences. On pourra peut-être y revenir, parce que pour nous c'est extrêmement important, quand on dit boîte à outils, de ne pas être dans le découpage des compétences. C'est-à-dire que pour devenir manager d'organisation, par exemple d'une ONG, d'une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le champ de l'humanitaire, pour devenir manager d'une ONG, c'est pas un outil et puis un autre, c'est un outil avec un autre et avec du relationnel et avec des valeurs. Et donc tout ça, c'est important en tout cas en termes de référentiel, en termes de programme, que les compétences, les modules, que les éléments soient imbriqués pour amener à apprendre et à apprendre en fait un véritable métier. Mais j'imagine que mes collègues en parleront aussi, et voire peut-être mieux que moi, parce que c'est, je pense, une vision importante dans vos 2 écoles. Donc voilà, là, un deuxième axe qui est l'axe de l'apprentissage, de l'acquisition des outils, des modèles. Un troisième axe qui est extrêmement important à l'école 3A, qui est le faire ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on propose une approche responsable. Quand on dit à nos apprenants, vous allez changer le monde, et on vous le souhaite, parce qu'il y a des tas de choses à changer dans le monde qui ne nous conviennent pas, quand on dit ça, on ne leur propose pas de changer le monde dans 10 ou 15 ans, quand ils seront en poste dans des grandes entreprises, ou voire même dans de petites structures, mais en poste de management, où ils auront les mains sur les leviers du changement. On leur dit, faites-le maintenant. Et c'est là où la production collective rentre en jeu. C'est-à-dire que on va avoir des étudiants qui vont développer de véritables projets, qui vont les mettre en œuvre, soit dans un cadre intrapreneurial, c'est-à-dire à l'intérieur d'une organisation déjà existante, soit dans un cadre entrepreneurial, c'est-à-dire à partir de rien en fait. Voilà. On va avoir des étudiants qui vont partir à l'autre bout du monde, développer des choses et d'autres, et puis filmer, faire de la prévention, écrire un journal, un livre. Il y a vraiment voilà, une multitude de choses, mais qui sont vraiment dans l'action, dans le collectif, dans l'action, et dans le maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 15 ans. On sait que demain, c'est pas le grand soir, mais par contre, si on s'y met tous, on sait que ça peut faire évoluer effectivement la société. Et puis le quatrième axe, c'est l'axe dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est le produire ensemble, ça c'est extrêmement important. Patrick en a parlé, c'est la mise en situation, effectivement. Je crois que de toute manière, quand on veut faire rentrer dans l'esprit pédagogique, dans l'esprit de l'école, un maximum de personnes, et pas simplement ne pas être élitiste, il y a besoin de faire ensemble. C'est vraiment... ça paraît dit comme ça peut être un peu démagogue, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, faire ensemble, ça s'apprend. Produire ensemble, ça veut dire aussi accepter la frustration du collectif, l'échec. C'est-à-dire que produire ensemble, ça veut dire que peut-être que ce que l'on a produit à plusieurs ne va pas aussi vite que si on l'avait produit seul. Peut-être que c'est pas exactement ce qu'on avait pensé au départ. Peut-être qu'il y a eu des ajustements entre-temps, etc. Donc tout ça, c'est pour moi un véritable apprentissage. En fait, c'est véritablement l'apprentissage de la vie en groupe, en communauté, en société. Et donc peut-être que j'avance un peu sur la discussion, mais pour moi, cet apprentissage-là, il doit se faire à l'école. Alors il doit se faire à l'école, au collège, au lycée, etc. Mais il doit se faire aussi dans les écoles supérieures, c'est-à-dire que être citoyen, apprendre à être en groupe, apprendre à la dynamique de groupe et le collectif,
c'est quelque chose qui se fait aussi après 20 ans, et d'ailleurs c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie, parce qu'à 30, 40, 50 ans, on peut réapprendre selon le contexte ce que je viens d'expliquer. Voilà, il y a un 5e axe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est on s'occupe de l'individu à partir du moment où c'est pour l'accompagner de manière globale. Une personne, un étudiant, un apprenant qui vient nous voir à l'école et qui dit « je vais pas bien », on ne lui indique pas « bon, bah, c'est simplement parce qu'il y a des partiels ». Voyez, je vais pas bien, ça implique de se mouiller un petit peu, de pratiquer l'écoute active, d'être empathique et de l'entendre dans sa trajectoire de vie. Je vais pas bien pour un apprenant, ça peut être je vais pas bien parce qu'en ce moment je vis une rupture amoureuse. Ça implique les équipes, ça implique l'étudiant. Une rupture amoureuse, ça a tout un tas d'impacts sur la scolarité, l'apprentissage, etc. Camille, Patrick et Hélène, vous avez certainement vécu des ruptures amoureuses. Bon, et ben à partir de là, il y a un impact nécessairement sur le travail, sur l'apprentissage, sur la concentration, sur la performance professionnelle. Voilà. Donc, on accompagne l'individu dans sa globalité, sociale, professionnelle, etc. Et par contre, en pédagogie, on s'intéresse avant tout, comme vous l'aurez compris, au groupe. C'est ça qui est primordial. Patrick ou Hélène? Tu veux y aller, Hélène? Comme tu veux, vas-y si tu veux. Allez, alors, nous, je vais reprendre aussi des éléments évoqués par Simon, parce qu'il y a de la proximité. La pédagogie adaptée dans les écoles de production, c'est la mise en situation réelle de production. Ça veut dire que l'école, c'est le lieu d'apprentissage. Il n'y a qu'un seul lieu, il y a un lieu unique, et c'est un lieu d'apprentissage. Pourquoi? Parce que l'école, eh ben, elle a créé soit son atelier de mécanique, si elle forme en mécanique, soit son garage, soit son restaurant, soit son exploitation de maraîchage. Et là, elle va créer les conditions réelles. Ça veut dire quoi? Donc, le lieu unique, pour nous, c'est une des modalités importantes. L'autre point, c'est les vraies commandes. Le terme vrai, vraie commande de vrais clients. Parce que on va voir, c'est ce qui va amener la motivation, le sens de pourquoi j'apprends, pourquoi je fais, pourquoi je produis. Donc, des vrais clients, que ce soit des particuliers, si c'est une école qui forme dans l'automobile, ce sont des clients qui vont apporter leur voiture pour faire l'entretien, les plaquettes de frein, la révision, etc. Si c'est dans l'industrie, ce seront des entreprises qui vont apporter de la sous-traitance. Ces vraies commandes, et c'est important pour montrer qu'elles sont réelles, elles sont refacturées à ces clients au prix réel du marché. Et ça, c'est ce qui donne, je vous le disais, la motivation, je reviens dessus. Autre élément important, le rythme. Et le rythme, dans une école de production, c'est l'alternance au sein de la semaine. Dans la semaine, qui fait entre 35 et 37 heures, dans une école de production, elle est rythmée, c'est immuable, 2/3 du temps en situation de production, donc généralement dans l'atelier, et 1/3 du temps en enseignement général ou la partie technologique de l'enseignement. Autre élément important, travailler, mais ça a déjà été dit, comme quoi c'est qu'il y a des clés de réussite là-dedans. Petit groupe, mais il ne faut pas travailler seul, il faut travailler en petits groupes. Nous, les petits groupes qui sont imaginés et qui fonctionnent bien, c'est de 8 à 12. 8 à 12 jeunes par niveau de classe. Et ils sont encadrés, ces jeunes, par un maître professionnel. C'est quoi ou c'est qui un maître professionnel? Eh bien, c'est un expert, un spécialiste de son métier. Donc, si c'est une école de production en cuisine, eh bien, ça sera un restaurateur. Si c'est dans le garage, ça sera un garagiste. Si c'est dans l'industrie, ça sera un chef d'équipe ou un ouvrier qualifié dans la mécanique ou dans l'usinage. Et lui, il décide de vouloir transmettre son savoir. Et il ne le transmet pas dans son entreprise, mais il vient s'investir dans l'école, il devient salarié de l'école, il devient un maître professionnel qui va transmettre à ce petit groupe son expérience, les gestes du métier. Autre élément important, j'en ai un petit peu parlé, mais je réinsiste, le recrutement sur la seule motivation. Il faut effectivement que le jeune, il entende qu'il aura des rythmes dans la semaine, c'est 35 à 36 semaines, il reste en statut scolaire,
Il est dans une école qui est avec une scolarité gratuite, mais il a un rythme qui est imposé parce qu'il y a aussi les codes de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'école commence à 8 h le matin, on lui explique que s'il arrive à 8h05, c'est pas il aura une punition, c'est qu'en fait, il met en difficulté le reste du groupe parce que ce qu'il devait peut-être faire entre 8h et 8h15 devait servir à quelqu'un qui allait le récupérer à 8h15 pour réaliser son travail. Et si lui, il commence en retard, il met en retard son copain, son camarade avec qui il apprend et qui lui donne un petit coup de main sur les maths parce que lui, il est un petit peu moins fort en maths. Donc voilà, on lui explique le sens des règles qu'il va retrouver systématiquement dans l'entreprise. On a fait appel au Centre de recherche sur l'éducation de Nantes et au professeur Pierre-Yves Bernard qui a mis en avant ces 3 éléments qui font clé de réussite du modèle. 1, le niveau d'exigence élevé qui est attendu parce que c'est un client externe qui vient. Et vous n'allez pas lui dire, ben, écoutez, les freins, on n'en a changé qu'un sur les 2, l'autre, on n'a pas eu le temps ou on n'est pas bien sûr, donc prenez pas de descente avec votre voiture, il y a un risque. Non, la note, il n'y en a pas besoin. C'est la qualité, elle est au maximum, elle est à 20. L'autre point, c'est la responsabilisation du jeune. On te fait confiance. On te fait confiance, il y a quelqu'un extérieur à l'école qui te fait confiance pour réaliser une commande. Et ça va induire quoi? La motivation. Je sais pourquoi je le fais. Je suis motivé, j'ai un sens à cela. Et puis l'autre point, c'est un peu le lieu unique et l'apprentissage d'un métier, des règles du métier, du geste technique, mais aussi le fonctionnement, on en a parlé aussi, hein, je réinsiste là-dessus, en petits groupes, groupe qui retrouvera toujours dans la vie professionnelle. Et donc, je me socialise à un métier. Et donc, voilà les 3 points clés. Et donc, quelque chose derrière, quand Camille, vous posiez la question de qu'est-ce qu'on pourrait essayer de pousser, bon, la responsabilisation, tout ça, mais quand un jeune sait transmettre, il est en train d'apprendre, il a appris un geste technique, il sait le produire, le reproduire, c'est très bien. S'il sait l'apprendre et le faire réaliser à un de ses collègues, le tutorer, eh bien là, vous avez gagné. Là, c'est évidemment gagné. Voilà. Voilà pour cette partie. Merci beaucoup, Patrick. Ça complète bien les éléments de réponse de Simon. Hélène? Oui, bah, du coup, on se retrouve beaucoup sur l'approche pédagogique. Donc, moi, je vais avoir une réponse je vais légèrement décalée pour ne pas faire trop de redites. La différence avec les écoles de production ou même avec l'école 3A, c'est que les jeunes qui intègrent une école de la deuxième chance sont des jeunes qui ont généralement pas de projet professionnel. Donc, en fait, ils se remobilisent et donc, ils ont besoin de construire ce projet, de le valider, de le confirmer. Donc, on n'est pas exactement dans la même démarche, y compris, ça a un impact sur les apprentissages et sur la pédagogie. Nous, au départ, et donc, y compris, ça nous permet de revenir un petit peu plus en amont sur la question réelle du décrochage scolaire. Aujourd'hui, il y a de multiples causes, de multiples raisons du décrochage scolaire et je pense qu'il ne peut pas y avoir de réponse unique. Et c'est justement la diversité aussi de ces solutions qui permettent à chacun de trouver chaussure à son pied. Tout en évitant, et ça sera juste une toute petite aparté, tout en évitant une multiplication de dispositifs où tout le monde pourrait faire éventuellement la même chose, où les jeunes ne comprendraient plus rien et se perdraient dans tout ça. Mais on met ça de côté, bien évidemment, personne n'a envie de ça. Donc, sur l'école de la deuxième chance, ce qui est intéressant, et c'est en lien direct avec sa pédagogie, même si on peut penser que c'est annexe, c'est que c'est un accompagnement global. Et en fait, un jeune, quand il est en décrochage et qu'il intègre une structure comme ça, en fait, ce qu'il va attendre aussi, finalement, c'est qu'on l'aide dans son ensemblier. Pas que dans son projet professionnel. Son projet professionnel, ce n'est pas un élément indépendant du reste de sa vie. C'est connecté avec ses problèmes de logement, avec ses problèmes de revenus, avec ses problèmes, ses difficultés sociales. Donc, il y a un ensemblier et donc, on est bien sur un accompagnement global. Ça implique quoi? Ça implique qu'il faut avoir des relations de confiance, y compris avec des professionnels, avec des référents. C'est des jeunes qui ont souvent eu le sentiment d'avoir des profs, entre guillemets, qui n'en avaient rien à faire et donc qui étaient éloignés. Et donc, finalement,
soit la famille dans le meilleur des cas, soit les copains, soit personne. Ils n'ont pas de relation de confiance avec un adulte sur la durée qui peut leur permettre de leur redonner confiance et de les remettre en situation. Troisième élément, c'est important de faire un gros travail avec le jeune finalement de digestion de son parcours, de digestion de son échec, de ce qui est considéré comme un échec. Nous, ça a un vrai impact et on s'en rend compte quand on accompagne un jeune qui vient à l'école qui a 17 ans ou 16 ans et demi, parce que maintenant, il n'y a même plus de durée d'attente entre le moment où il a décroché et le moment où il peut intégrer une école de la deuxième chance. Et un jeune qui vient à 23 ans, parce qu'il est sorti du système scolaire sans emploi, sans formation, sans qualification, et qui maintenant, en fait, veut remettre le pied à l'étrier et veut trouver une formation ou un emploi durable parce qu'il est dans des problématiques où il construit sa vie, il a digéré ce passé-là, en fait, ce n'est pas le même accompagnement. On n'accompagne pas la même personne à 23 ans ou à 16 ans et demi parce qu'en fait, il a décroché il y a 3 mois et il ne sait pas ce qu'il veut faire et il a l'impression que de toute manière, il ne trouvera rien. Et il est là parce qu'en fait, ses parents l'ont saoulé pour qu'il soit là. Donc, il y a la question de comment on lui redonne de la motivation, ou en tout cas pas nous, comment il retrouve des sources de motivation en lui. Quatrième condition, qui est en lien avec les pédagogies, même si ce n'est pas directement de la pédagogie, ça a été évoqué, ça va être les conditions matérielles. Donc, la possibilité d'avoir des petits groupes, des salles agréables, la possibilité de sortir, de faire des activités extérieures, d'avoir du matériel aussi de qualité. Ça peut paraître un peu superficiel de parler de ça, mais moi, je suis très pour, quand on a des jeunes qui n'ont pas confiance en eux et qui ont l'impression d'être dévalorisés, en fait, de les mettre dans des endroits valorisants, bah déjà, ça aide, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas dans le garage qui a été aménagé pour les décrocheurs dans un coin. Et en fait, c'est des jeunes qui, au contraire, méritent d'être dans des environnements très valorisants et très positifs, d'ailleurs, pour être à la hauteur de ce qu'ils sont. Ensuite, donc plus sur la question de la pédagogie, revenir sur ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, les écoles de la deuxième chance, depuis quelques temps, elles ont une transformation de leur pédagogie qu'on appelle l'approche par les compétences, le modèle APC. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà un peu entendu parler, mais justement, c'est un modèle qui permet de faire évoluer un peu cette pédagogie qu'on pourrait considérer comme un peu descendante parfois, vers une pédagogie qui est plus de la pédagogie sur projet, où on va travailler de la transversalité, on va travailler par le faire, on va mettre les jeunes en situation, on va s'appuyer énormément sur le retour d'expérience, le retour sur expérience que les jeunes pourront formuler. Ça, c'est extrêmement important, qu'ils puissent eux aussi avoir un recul et puissent reformuler ce qu'ils ont travaillé. Je crois que c'est Patrick qui l'évoquait tout à l'heure. Ce qui va s'appuyer sur de la dynamique de groupe. Effectivement, on apprend mieux à plusieurs que tout seul, ou en tout cas, on apprend différemment. Et donc, il va prendre en compte l'activité réelle du jeune, c'est-à-dire pas que faire son exercice de maths, mais tout ce qu'il y a autour. Et donc, dans ce cadre-là, la posture du professionnel, c'est plus le formateur qui va dispenser un savoir, c'est une posture de facilitateur, c'est une posture d'accompagneur qui va donner des clés de compréhension, qui va donner les outils, mais qui va organiser ce savoir collectif. Et donc, je trouve que c'est intéressant pour pas être trop, pour pas faire que se vanter. On a tous, j'imagine, en tout cas, moi je le reconnais, nous, on en a aussi, on a des questions, des sujets sur lesquels aujourd'hui, on tâtonne encore, on avance. On a un modèle, moi je trouve, qui fonctionne et qui est convaincant en plein d'égard, mais ça interroge aussi. Ça interroge beaucoup sur la question de l'évaluation, par exemple, effectivement, comment on évalue aujourd'hui l'acquisition de savoir de base, de l'acquisition de compétences, y compris quand on est sur des modèles de pédagogie alternative un peu différenciés, c'est pas toujours facile, et y compris c'est des changements de pratique qu'on n'apprend pas trop, encore moins dans les cursus universitaires. Donc nous, les formateurs, ils apprennent sur le tas, j'ai envie de dire. Ils s'approprient les choses et donc ça veut dire que c'est aussi des professionnels qui sont extrêmement motivés et donc qui n'ont pas des métiers, on va dire, linéaires et plan-plan. Mais ça, j'imagine que vous le savez déjà. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Le temps passe vite. Du coup, je vais vous poser une dernière question et après, on prendra les questions des participants.
D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, c'est le moment. Une question d'ouverture pour tous les trois. Si on avait eu plus de temps, quel sujet auriez-vous aimé aborder? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce soir? Alors, je m'avance du coup, parce que sinon je sens que Hélène va me voler mathématiques, parce qu'elle a parlé d'évaluation, et c'est mathématiques. Non, mais c'est vrai que l'évaluation, c'est quelque chose de passionnant. Je trouve que dans les écoles, et alors je suis tout à fait d'accord avec toi, Hélène, faut faire son examen de conscience, et y compris à l'école 3A. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire sur l'évaluation. On a su évoluer, enfin voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup à améliorer pour être toujours plus dans l'inclusion et puis surtout dans une bonne logique d'apprentissage et de qualité d'apprentissage. En fait, l'évaluation, je trouve, ne prend pas en compte ou rarement en compte le chemin parcouru. C'est-à-dire que déjà d'être dans la posture d'apprentissage en groupe, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Être assidu, venir tous les jours, Patrick, vous en avez parlé, mais venir tous les jours dans un atelier, apprendre avec les autres, etc. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui participe de l'acquisition du métier, quoi. Et puis, l'évaluation, la question qu'on peut se poser aussi, plus que la note, puisque la note en fait est très subjective de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on peut prendre un jury en général qui est composé de 2 ou 3 personnes dans une soutenance orale en enseignement supérieur, 3 personnes. On va avoir 3 personnes qui vont donner une note différente. Et donc, tout ça est extrêmement subjectif. Je trouve que la question à se poser dans l'évaluation, et la question à poser aux apprenants, c'est non pas pourquoi vous avez eu 12, 13 ou 14, c'est comment vous auriez pu, avec quels moyens vous auriez pu accéder à une note supérieure. C'est tout. Et donc, pour moi, l'évaluation, c'est même le point de départ, en fait, à tout un travail avec le formateur, etc., pour évoluer, pour s'améliorer. Voilà. La dernière chose sur l'évaluation, en tout cas, que j'ai à dire, c'est que je crois qu'il faut être extrêmement humble dans une école. On ne propose que 20 à 30% en fait de l'apprentissage, c'est-à-dire que tout se fait ensuite sur le terrain et que l'évaluation, la note, n'est pas prédictive de la performance professionnelle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un apprenant, un étudiant, en tout cas dans l'enseignement supérieur, a 20 sur 20 à tous ses partiels, à tous ses examens, à toutes ses épreuves, que ce sera un bon professionnel. Un professionnel performant qui amènera du résultat à l'organisation. Ça, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai en tête quelques exemples de personnes qui sont devenues des dirigeants d'entreprise, notamment une personne qui est devenue dirigeant d'un groupe d'EHPAD, donc d'établissements pour personnes âgées, et qui était au départ, en fait, c'est une personne qui était restaurateur, qui travaillait dans l'hôtellerie, et qui est rentrée d'ailleurs uniquement sur la motivation, parce qu'il y avait clairement, c'est une personne qui n'avait pas les prérequis. Et cette personne-là s'est montrée, il faut le dire, pas très douée dans les différentes épreuves, pas très douée à l'écrit, ni à l'oral d'ailleurs. Et pourtant, c'est quelqu'un qui donne entière satisfaction au groupe dont je tairai le nom, mais qui est un grand groupe français de maisons de retraite, et qui donne entière satisfaction, mais pour une raison simple, c'est qu'il a su mêler en fait les qualités d'une personne qui travaille dans l'hôtellerie et les qualités d'un manager, en tout cas ce qu'il a pu développer dans son apprentissage et puis ensuite dans la pratique professionnelle. De toute manière, la pratique professionnelle donne tout de suite les contraintes et le cadre. Hein. Bon. Et figurez-vous que dans le métier de direction des maisons de retraite, l'hôtellerie, la restauration, c'est en fait 80% du travail. Et donc, voilà, je crois qu'il faut être extrêmement humble quand on accompagne des personnes, quand on professionnalise des personnes, on n'apporte pour moi que 20 à 30% de ce qu'on appelle la compétence de la qualité professionnelle.
Merci Simon. Je fais juste une petite aparté pour vous dire qu'il y a eu un petit problème technique. Du coup, on ne voit plus l'intervenant parler. Donc, on a projeté la slide avec nos 3 intervenants et ça fera le travail. Hélène, je te laisse répondre. Moi, ça m'arrange que ce soit la photo, donc tout va bien. Oui, moi, le sujet que j'aimerais bien aborder, parce qu'effectivement, il est indispensable aussi dans cette réflexion-là, c'est la question de la valorisation de l'engagement citoyen dans les parcours professionnels. Donc, comme je vous le disais, comme ça a été dit en introduction, moi, j'ai travaillé, alors, j'étais pas directrice générale, hein, voilà, c'est Claire de Mazancourt qui est la directrice générale, j'étais directrice de l'antenne Grand Sud-Est de l'Institut de l'engagement, et c'est un institut qui accompagnait des jeunes après leur service civique. Aujourd'hui, il y a eu un fort investissement de la part de l'État, mais donc du coup de tous les partenaires et tous les acteurs pour développer le service civique. On réalise à quel point ce sont des engagements, des expériences qui sont très enrichissantes dans les parcours, des expériences qui permettent à la fois d'acquérir des compétences, découvrir des métiers, découvrir des environnements, y compris des environnements professionnels, de se projeter et en fait surtout de découvrir du sens. Voilà, donc les jeunes, à la fin d'un service civique, souvent, ce qu'ils expriment, c'est ah ben voilà, j'ai eu le sentiment de me sentir utile, ça m'a fait du bien, on m'a dit merci. Donc, il n'était pas que dans une posture effectivement passive où on lui apprenait des choses et en fait, il fallait qu'il ait des bonnes notes pour être valorisé parce que sinon, c'était pas bien, quoi. Et en fait, on se rend compte que ça forme des citoyens aujourd'hui, des citoyens engagés qui sont extrêmement mobilisés et qui après peuvent raccrocher plus facilement sur des parcours de formation et y compris sur des parcours sélectifs, ambitieux. Voilà. Et les entreprises aujourd'hui, elles sont de plus en plus à la recherche de professionnels qui sont engagés et donc dans beaucoup de métiers, les gestes techniques, les gestes professionnels vont être indispensables, c'est sûr. Hein, on ne peut pas s'improviser ingénieur comme ça, par exemple. Mais par contre, ces qualités-là, elles sont de plus en plus regardées, attendues et recherchées. Et donc, il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait une reconnaissance et une valorisation plus forte de toutes ces expériences qui sont annexes au système éducatif traditionnel dans ces parcours-là pour qu'on puisse les adapter. Ok, merci. Est-ce que Patrick est avec nous ou pas? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, on t'entend Patrick. C'est à toi Alors, du coup. bon, c'était déjà très riche, mais il y a un thème, moi, qui me tient à cœur, c'est la confiance. Avoir confiance et donc aussi donner ou mettre en situation pour que les jeunes, on parle des jeunes, puissent développer leur confiance en eux, mais la confiance aussi dans l'avenir, parce que prendre sa place d'adulte, c'est aussi se projeter, c'est avancer. Moi, j'étais très sensible quand j'étais directeur de l'école de production. À partir de la 2e année, j'ai mis en place un petit baromètre de l'évaluation de la confiance et je faisais s'auto-évaluer les jeunes à plusieurs moments dans l'année sur leur confiance en eux, dans leur avenir proche, sur leur capacité ou ce qu'ils estimaient pouvoir être leur réussite de l'examen, de trouver un emploi et de grandir. Et en fait, vous voyez une forte corrélation entre la progression de la confiance en eux et le sourire, leur posture, leur ouverture, leur capacité à apprendre encore plus, à transmettre, etc. Et donc, voilà, un des points, moi, qui m'intéresse, c'est comment on peut actionner le plus de leviers possible pour mettre les jeunes en situation d'avoir confiance, de développer leur confiance en eux, et donc, du coup, de se projeter dans l'avenir avec plus de sérénité. Super, merci à tous les 3. Il nous reste 15 minutes, du coup, on va passer à la phase de questions et d'échanges. On a une première question qui est « Comment repérez-vous les décrocheurs et comment intègrent-ils vos structures ?» Alors, Moi, je peux. ouais, voilà, c'est plutôt une question pour Hélène et Patrick. Oui. Okay. Donc, de notre côté, comment on repère les décrocheurs? Alors, il y a de plusieurs manières. Ils sont orientés par les missions locales pour la plupart.
Mais en réalité, c'est beaucoup du bouche à oreille, de jeune à jeune. Et on a quand même, en tout cas pour l'Isère, plus de 30% des jeunes qui viennent à l'école, qui viennent par leurs propres moyens, c'est-à-dire qu'ils nous ont trouvés en faisant des recherches sur Internet. Voilà. Donc pour certains, c'est quand même les parents qui cherchent et qui arrivent et qui nous appellent en disant s'il vous plaît, mon enfant ne va plus à l'école, il a décroché, il ne sait pas quoi faire et je ne sais pas quoi faire. Mais on a aussi beaucoup de jeunes qui nous contactent directement. Les avantages qu'ils voient à venir, très concrètement, c'est qu'ils ont un statut qui les protège un tout petit peu. La rémunération n'est vraiment pas énorme, hein, donc franchement, c'est quand même assez, voilà, c'est beaucoup trop limite. Pour vous dire, ils sont autour de 340 € par mois. Mais donc, ils ont un petit revenu qui leur permet de s'inscrire dans un parcours où derrière, ils savent qu'ils vont faire des stages en entreprise, qu'ils vont être accompagnés pour trouver une formation, pour trouver un emploi, qu'ils vont reprendre un rythme et donc des formations sur des savoirs de base. Et je profite de cette question, ce n'est pas exactement la question, mais pour dire, parce que c'est assez intéressant dans le débat, c'est que nous, dans toutes nos évaluations à la fin des parcours, très majoritairement, ce que les jeunes nous disent, ce qu'ils nous reprochent, c'est de ne pas avoir assez eu de cours de français et de cours de maths. Et je trouve que c'est assez symptomatique pour des jeunes qui ont été en décrochage scolaire dans un système assez classique, justement, où on dit « Ah, bah, de manière, il n'aime pas les maths, il n'aime pas le français, il est nul, il est tout ça ». En réalité, ils sont dans un désir d'apprendre qui est très fort. Et donc, on est bien sur comment on répond à ce désir-là et comment on le fait différemment pour qu'ils s'y retrouvent, quoi. Patrick, est-ce que tu souhaites compléter? Alors, je partage les pistes et les voies qui ont été évoquées par Hélène, bien sûr, les parents. Aussi aller dans les collèges, parce qu'il faut savoir discuter avec les responsables des classes de 3e ou de 4e, parce qu'il y a des élèves qui ne sont pas encore décrocheurs, vu qu'ils sont encore scolarisés. Mais en fait, ils peuvent dormir en cours, ils ne suivent plus, ils ne sont plus présents. Donc, il faut savoir aussi les contacter. On entend aussi des associations sportives avec des personnes qui voient les jeunes le mercredi après-midi, le vendredi, et qui nous disent « mais si je savais leur conseiller des voies, des possibilités », parce qu'ils s'épanouissent dans le sport, mais ils traînent une peine de ne pas être dans un cursus. Et donc, les associations sportives sont aussi des sources. Et puis après, il y a les plateformes de décrochage scolaire ou les missions de décrochage scolaire, etc. Voilà, les familles, les associations de quartier aussi. Et j'ajouterais que je pense que plus on mettra en fait en lumière des organisations, on va dire un peu alternatives comme pour le coup comme les vôtres, et plus on donnera le pouvoir d'agir directement aux personnes en situation de décrochage, aux jeunes, quoi. C'est-à-dire que pour ma part, mon parcours, il est que je ne voyais pas autre chose que l'école, parce qu'en fait, c'était le chemin qui avait été tracé pour moi, mais comme la plupart des personnes, en fait. C'est-à-dire qu'on va à l'école, et puis ensuite on va au collège, et puis ensuite on va au lycée, si en tout cas, ou dans un lycée technique. Voilà. Mais à aucun moment, on parle de ce qui peut être un peu alternatif ou un peu en dehors du chemin tout tracé. L'illustration concrète, je peux vous la donner, c'est que moi, quand j'ai voulu arrêter le lycée, donc j'ai pas le bac, j'ai pas le baccalauréat. Quand j'ai voulu arrêter le lycée, j'ai dit, parce que j'étais aussi un peu paumé, mais à ce moment-là, j'avais envie, j'ai dit à ma prof principale que je voulais être projectionniste. Dit, bah, en fait, j'ai regardé sur Internet, puis j'ai vu qu'il y avait un CAP de projectionniste. Et la réponse, alors c'est loin de moi l'idée de stigmatiser l'éducation nationale, on est bien d'accord, hein, Hélène, mais la réponse, ça a été, mais tu veux quand même pas devenir projectionniste dans la salle du coin? Ben si, en fait.
ça m'allait bien en fait de devenir projectionniste. C'était la visée, c'était le métier. J'adorais le cinéma, j'aimais bien la technique, etc. Donc ça m'allait bien. Et je trouve qu'on ne valorise pas assez, en tout cas à l'école, des voies comme ça qui peuvent être décalées. C'est-à-dire que projectionniste, non, c'est pas nécessairement la voie qu'on voit pour son enfant. Et donc j'imagine que le jeune le perçoit aussi. Il se dit bon bah c'est pas stratégique, c'est pas utile d'aller dans cette voie-là. Donc je pense que c'est intéressant de mettre en lumière voilà, des voies différentes, des métiers aussi qui sont différents. Ça me paraît important. Camille, peut-être juste pour répondre à un autre élément à la question qui vient d'être posée sur comment on fait pour informer les jeunes et pour qu'ils candidatent. Ce qu'il faut comprendre de nos interventions, c'est qu'en fait, on est des structures qui sont profondément ancrées sur le territoire. Et ça, c'est précieux parce qu'en fait, on est dans un réseau de partenaires sur un territoire. Donc, on se connaît, on peut voilà, on peut parler, y compris des parcours des jeunes, des profils, on peut essayer de se conseiller, de voir ce qui est le plus adapté. Et ce réseau-là, il est extrêmement important et c'est ça qu'il faut renforcer encore. En effet, Oui. pour répondre à la deuxième question, comment faites-vous pour motiver les jeunes à s'inscrire dans vos structures? Patrick, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors, mais dans la prolongation de ce que disait Hélène, effectivement ancré sur le territoire, et donc alors soit les inciter ou leur donner envie, en fait le process, c'est un stage de découverte. Dans une école de production, c'est venez, il n'y a pas une intégration qui se fait sans passer par un minimum stage de découverte, des stages qui peuvent être d'une semaine, c'est-à-dire que le jeune, avant de rentrer, il va passer 3, 4, jusqu'à 4 jours ou 5 jours dans l'école, au contact des jeunes qui sont en première ou en deuxième année de CAP par exemple, et ils vont vivre cette semaine en essayant de faire ce qu'ils peuvent faire, en vivant aussi les cours de maths, etc. Et entre guillemets, on va basculer à la fin le recrutement en le tournant de l'autre côté en disant voilà, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu veux rentrer ici? Est-ce que tu es prêt aussi à respecter le cadre, les règles qui sont fixées, etc. Mais grosso modo, on transfère le mode de bon, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu es prêt? De la même manière chez nous, en fait, les jeunes, quand ils rentrent dans l'école, ils sont en période d'intégration. Donc, c'est une période qui dure 4 à 5 semaines, pendant laquelle ils vont avoir des stages aussi, puisqu'on est bien sur une alternance et donc ils sont en demande très forte de ça. Et en fait, on va travailler les positionnements des jeunes. Donc, c'est-à-dire, alors, il y a le positionnement d'abord, effectivement, de là où ils en sont dans leur projet pour construire ce projet professionnel, mais le positionnement par rapport au savoir de base. Et finalement, on va travailler après avec eux en fonction de ce positionnement sur c'est quoi les objectifs. Nous, les écoles de la deuxième chance, on ne délivre pas de diplôme. Donc déjà, ça facilite un peu. Par contre, on accrédite des compétences. Donc en fait, l'idée, c'est d'en acquérir. Donc à partir de là où on en est aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant pour les jeunes parce qu'il n'y a pas de notion de succès et d'échec. Ils avancent dans leur parcours et ils prennent. Sur les dispositifs pour les motiver, pour éviter qu'ils décrochent cette année, donc là, ça fait plus référence aux cours en visio et à la crise sanitaire. Alors nous, étonnamment, pendant le premier confinement, on n'a quasiment pas eu de décrochage. Il y a eu des liens très forts avec les jeunes, des liens téléphoniques, parce qu'en fait, on a 80% des jeunes qui ne sont pas équipés, en fait, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas d'abonnement Internet. Donc, tout ce qui était visio, c'était impossible. On a tenté, mais alors d'abord, il y avait la fracture en termes d'accès au matériel. Et puis après, c'est tellement pas dans les usages qu'en fait, ça ne marchait pas. Donc, on a commencé à préparer ça après quand les jeunes, les stagiaires sont revenus en école. Et depuis, en fait, on n'a jamais fermé l'école puisqu'on a un organisme de formation et on a fait le choix de maintenir l'école ouverte justement pour pas qu'il y ait de rupture dans les parcours. Donc, il y a eu des semaines plus allégées pour les jeunes, mais ils ont été en cours toute la semaine, tout le temps. Voilà. Merci Hélène. J'ai une question pour toi, Simon.
En tant qu'école privée de l'enseignement supérieur, on peut penser qu'il y a des barrières à l'entrée, notamment les concours et les frais de scolarité. Est-ce que vous mettez des choses en place au sein de 3A pour justement favoriser l'intégration de personnes ayant décroché? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Alors, cette question, suite à ce que vient de dire Hélène, comme ça, il y a tout d'un coup. Alors, pour la partie cours en visio, alors nous, c'est un peu différent parce qu'on est rattaché en fait à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment par le biais d'un visa. Donc voilà, on est un peu sous les directives, on va dire, les orientations du ministère de l'enseignement supérieur. Et on n'a pas eu l'autorisation de faire revenir les étudiants, les apprenants, lors ni du premier ni du deuxième confinement. On a néanmoins mis tout un tas de choses en place. Je ne vais pas les exprimer là maintenant, sinon on a pour trop longtemps, mais on a mis tout un tas de choses en place pour accompagner les étudiants qui sont dans des difficultés, on va dire, sociales, dans des difficultés de vie, du quotidien. Et on a maintenu l'intégralité des cours, et ça c'est extrêmement important. C'était extrêmement important pour nous de ne pas déprogrammer, de ne pas, on va dire, destituer les cours, les modules et l'enchaînement des modules. Et donc on a maintenu l'intégralité des cours en visio, voire même certains cours là ont repris en présentiel, avec les règles sanitaires qui s'imposent. Alors l'école 3A est donc dans l'enseignement supérieur. Et effectivement, quand on dit enseignement supérieur, surtout privé, souvent on entend l'idée qu'il y a frein à l'entrée parce que concours, parce que voilà. Donc déjà, nous, c'est un examen d'entrée, on n'est pas dans une logique de concours, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les 10 premiers dans l'ordre du classement, etc. Il n'y a pas de classement, on est véritablement dans une épreuve d'entrée qui permet de sélectionner. Et sélectionner, pour nous, ça veut dire quoi? Surtout, ça veut dire que on essaye de prendre des profils pour ne pas les mettre en danger. C'est-à-dire que ce qui pourrait être le pire, ce qui pourrait arriver de pire en fait pour nous et pour un étudiant, c'est de lui dire venez dans le programme, vous y arriverez, alors qu'on sait pertinemment que ce ne sera pas le cas, soit parce que la personne ne pourrait pas adhérer à la logique pédagogique, soit parce que la personne aurait trop de difficultés et à l'écrit et à l'oral. Voilà. Donc, l'idée, c'est que on regarde, surtout post-bac, le bulletin scolaire, mais c'est pas ce qui est le plus important. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez eu, c'est pas parce qu'un candidat a eu 15 en maths et puis 14 en économie sociale et voilà, ou en sciences politiques qui va être sélectionné, mais c'est avant tout dans une logique de motivation et d'engagement. Et comment on caractérise la motivation et l'engagement chez le jeune, comment on l'évalue, comment on l'observe, en fait, par des jurys collectifs. Donc, c'est des oraux collectifs, ils sont 5-6, les candidats dans une pièce. Il va y avoir 2 jurys. Un premier jury où les étudiants, les candidats vont jouer entre eux, on va les faire jouer, véritable jeu de rôle. Et puis un deuxième jury où on va les faire débattre. Parce que pour nous, l'esprit critique, l'esprit du débat, l'amour aussi du contradictoire, c'est tout aussi important, voire c'est même beaucoup plus important que d'avoir eu 12, 13, 14, 15 ou 22 en maths. Pour nous, c'est ça qui est le plus important. On va bien entendu aussi sélectionner sur la capacité à écrire, je vous en ai parlé, à rédiger, à synthétiser, à analyser, puisque c'est 90% des rendus, le rendu écrit dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, en tout cas, on a en fait un concours, des examens un petit peu adaptés à ce que l'on veut observer pour ne pas mettre en fait en difficulté l'apprenant. Nous, la réussite, en réalité, la réussite de l'école 3A, c'est quand on arrivera à amener 100% de réussite dans nos diplômes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas formaliser des diplômes élitistes. L'idée de dire on arrive à 40% de réussite au diplôme parce qu'il est dur, c'est un diplôme difficile et donc c'est un diplôme qui est bon, pour nous c'est pas valable.
100% de réussite au diplôme, l'agrément, à l'accréditation, etc., à la certification, ça veut dire qu'on on a bien sélectionné les personnes qui pourraient réussir dans le cursus, qui avaient tous les moyens au départ pour réussir, et puis ça veut dire aussi qu'on a accompagné correctement les apprenants. Voilà. Sur la question des tarifs, alors nous on est une école privée, non subventionnée par l'État. Du coup, on a un fonctionnement qui est le fonctionnement d'une entreprise, on va dire, d'une organisation plus classique, d'une entreprise classique. Les recettes de l'école 3A sont soit les recettes donc de l'apprentissage, c'est-à-dire des contrats d'apprentissage qui sont signés avec des entreprises, soit des recettes en fait des familles ou des étudiants qui payent eux-mêmes leur formation. Alors, ça a un certain coût, ça a un prix, mais néanmoins, bien entendu, on met en place des choses du type bourse d'honneur, du type, on a des scolarités gratuites qu'on met en place aussi avec des partenaires sur les territoires. Tout à l'heure, Hélène parlait de l'Institut d'engagement, on a un partenariat avec l'Institut de l'engagement, mais aussi avec des institutions où là, on ne parle même pas de décrochage scolaire, on est véritablement dans des trajectoires enfin, bien plus loin que le décrochage scolaire, parce qu'on a monté un partenariat avec Forum Réfugiés et on paye la scolarité de personnes en situation migratoire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dans leur pays d'origine avoir des diplômes de l'enseignement supérieur, des diplômes équivalents à ceux français, et on propose l'intégralité des scolarités payées pour ces personnes-là. Voilà. Merci beaucoup Simon, merci à tous les trois. Il est 19h16, donc on va clôturer cette table ronde pour finir à l'heure.